Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, Stéphanie nous en avait parlé tantôt. C'est la nouvelle la plus réjouissante depuis 1977 pour tous les fans de Star Wars. La version originale du premier film de Star Wars va être projetée cet été à Londres en salle. On en parle. Alex est là, Stéphanie et Jean-François Bérard, Jeff Bérard, qui est geek à Cube Radio, fan de Star Wars et directeur technique ici à Cube. Explique-nous ça, là. Pourquoi le premier Star Wars, il y a eu 2 versions? Il n'y a pas eu 2 versions, il y a eu 4 à 5 versions. Dans le fond, à chaque fois qu'il changeait de format du film à VHS, à DVD, à Blu-ray, à 4K, version Disney Channel, il y a tout le temps des petites modifications. Mais la raison principale, là, puis beaucoup se en plaignent parce que les effets spéciaux avaient été créés pour l'édition spéciale en 1987, avaient été créés dans le fond pour tester les technologies qui s'en venaient pour faire la nouvelle trilogie en 99. Dans le fond, c'est un laboratoire. Puis Disney, c'est ça, il y a le côté histoire, là, le monde autour de Star Wars, mais il y a aussi toute la technologie toute l'innovation qui a été créée pour Star Wars. Le blue screen, le green screen, des caméras spéciales, les premiers films en HD, les premiers films numériques. C'est tout Star Wars, c'est George Lucas. Dans le fond, George Lucas, là, c'est un patenteux, un visionnaire, tu sais, de qu'est-ce que... Puis tu regardes des films là, aussi simples que Le Parrain, puis tu sais qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de vaisseau dans l'espace, mais ILM, on travaille là-dessus, tu sais. Que ce soit sur le son, sur le fond de l'image, des nouvelles caméras, des nouvelles technologies, il y a tout le temps de quoi. Quasiment tous les films, tous les gros blockbusters, là, t'as une touche de Star Wars. Fait que là, quand il a ressorti Star Wars, mettons, en VHS... là, il a zigonné un peu dessus, là, sur le premier. Après ça, en DVD, il a zigonné encore dessus. Ouais. Puis là, ça s'est calmé un petit peu avec Disney. Il rajoutait des effets. Moi, je me souviens, j'avais vu la version modifiée. Puis il a comme ajouté des personnages là, qui se promenaient des fois dans l'image. Les premiers CGI, puis on voyait pas... C'est un mauvais CGI. Oui, on le voit à l'écran, là, c'est un CGI de 1997. Il n'y a pas d'ombrage, on y croit pas vraiment. Là, ça va être du dessin animé, même du mauvais dessin animé pour aujourd'hui. Là. Mais c'est ça. Fait que l'événement autour de la sortie, premièrement, Lucas, pour lui, la version définitive, c'est celle qui est sortie en numérique. Elle était pas bonne. Et lui, il a resté stocké là-dessus. Fait que là, c'est comme bizarre qu'à Londres, présentement, on va présenter la version originale. C'est quand même exceptionnel. Toi, est-ce que tu l'avais, la version originale, chez toi? Elle est disponible sur le web. Unspecialized, là, on tape ça dans un moteur de recherche, on devrait le trouver. Et ça, gratuitement. On n'a pas le droit de la vendre, on n'a pas le droit de l'exploiter. Parce que la licence Star Wars, c'est compliqué. Là. Si je devrais faire jouer... j'ai fait une exposition Star Wars pendant plusieurs années. Puis, il faut que tu aies des permissions spéciales. Ils peuvent te fermer l'exposition la journée avant. Tu peux pas vendre de billets. Fait que la présentation qui est faite là, quand elle passe d'un festival... c'est surprenant, premièrement. C'est avec la bénédiction de tout le temps, tu n'as pas le choix. Faut que tu passes par là. Fait que là, c'est surprenant qu'il ait dit oui. Fait que, est-ce qu'on va s'attendre à avoir une version remasterisée de l'original à un moment donné sur Disney Channel ou en Blu-ray? Il faudrait... Pourquoi les fans préfèrent la version originale, Alex? C'est une bonne question, sincèrement. On se comprend. Moi, je suis né bien après ce premier film-là, la première fois qu'il est sorti. Il y a l'élément de nostalgie par rapport à ce que c'est devenu. Ce que c'était, ce que ça a été, puis ce que c'est devenu, Star Wars. Parce qu'il y a les succès initiaux, les innovations, comme Jeff vient de parler. Après ça, moi, j'ai grandi avec la deuxième trilogie qui a été faite, l'espèce de... Le prequel, comme ils disent en anglais, là, antécédent. Là. Et après ça, il y en a qui ont... Ça a été aimé, détesté, ça dépendait. Là, sortent une troisième trilogie récemment super critiquée. Puis c'est devenu tellement vaste, c'est devenu tellement... restauration rapide. Moi, c'est le terme que j'ai utilisé. Là. Star Wars puis Disney, ils veulent... OK, ils ont une vache à argent, là, puis ils traient les pieds comme ça, puis il y a des pièces qui sortent. C'est mon inquiétude, moi, j'avais peur que ça tue l'événement. Parce qu'avant, il y avait un Star Wars... aux 3 ans, sinon aux 10 ans. C'était rare, c'était un événement, puis on spéculait là-dessus. Puis c'était vraiment un happening. Puis je faisais de l'événementiel à ce moment-là. Puis c'était ma crainte avec Disney qui sort tellement de produits qu'à un moment donné, ça devienne, une série qui sort, on s'en fout un petit peu. Et c'est ce qui est arrivé. Puis tout le monde me disait, voyons, on ne suit même pas. Là. Il y a tellement d'affaires. Il y a les livres en plus. Ben oui, puis c'est compliqué. Quelqu'un voudrait commencer le même matin. J'aurais la misère à dire, commence par où? Puis tu dis, écoute, celui de 67. Oui, c'est un grand film, mais en même temps, c'est désuet pour quelqu'un qui est habitué au rythme d'aujourd'hui. La prélogie, les effets spéciaux se sont démolis très vite. Ça a l'air d'un jeu PlayStation 2 par bout. Mais qu'est-ce que j'ai trouvé cool, c'est que qu'est-ce qui va être présenté? 35 mm qui va être présenté
au festival de films. Film on Film, c'est l'Institut British Film Institute. Institute qui le présente. Et ils ont sorti ça des archives, puis c'était conservé depuis 1967 à moins 5 degrés. Oui, vraiment, les autres, là, ils ont c'est ça exactement. Fait que là, ils sortent exprès pour cet événement-là avec des storyboards, des concept art, des scènes rajoutées. Ils vont avoir une espèce d'exposition avant le film. Puis après ça, ils vont présenter. Toi, t'aimerais ça, j'imagine, être là puis voir ça. Moi, j'ai été invité au Skywalker Ranch en Californie. T'es allé là? Dedans. Et chez Lucasfilm et ILM, dans le fond, j'ai visité, j'ai vu toutes les archives de tous les films des années 70 à aujourd'hui. Là. Si tu connais, c'est un musée, quoi? Il y a quelques pièces exposées, mais tout est rangé, genre avec des gants dans des boîtes. C'est impressionnant. Des pièces d'archives. Là, fait qu'il y en a eu un petit peu d'exposés dans les couloirs. Le BMX de E.T., il est là, il est accroché. Là, tu descends des marches. Puis là, tu rencontres le gars. Il y a un gars à côté de toi avec un café. Puis il dit « Ah ouais, je travaille sur ce film-là. » Puis c'est le gars qui a fait E.T. Wow. J'ose avec lui dans les marches en prenant un café. Puis c'était trippant. Puis c'est pas une affaire organisée. Là, mais là, depuis que Disney a mis la main là-dessus, là, ça devient vraiment, là, comme tu disais... Comme Marvel, comme bien des franchises qui ont été brûlées carrément. Puis... Qui appartient à Disney, d'ailleurs. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je donne un exemple. Ils ont sorti avant, c'était un film par plusieurs années. Là, ils ont fait 1 ou 2 films par année, les premières années qu'ils ont acheté la franchise. Ils ont dit « Ah, vous avez raison, on a fait trop de films. » Ben là, ils sortent une série Mandalorian. Là, ça a un hit. Ben là, ils sortent plein de séries. On dirait qu'ils n'apprennent pas de leur erreur. Mais je peux comprendre. Moi, j'ai un culte pour Le Parrain. Il y a 3 films, 2 excellents, un qui est moins bon, mais bon, on l'aime quand même. Mais tu sais, s'il commençait à sortir un Parrain aux 2 ans, puis une série animée, puis après ça, là, t'as vu James Bond? Une série TV, puis tu dis, regarde, c'est n'importe quoi. James Bond, la franchise a été vendue à Amazon. Tantôt, on va avoir une tonne de séries, des bonnes puis des moins bonnes. Là. Oui. Ils vont traire la vache au bout. C'est sûr. Amazon a acquis les droits de Lord of the Ring, Les Seigneurs des Anneaux, ma franchise préférée de tous les temps. J'ai détesté la série Anneaux de pouvoir. Je trouve ça mauvais, mais mauvais. Pour moi, moi, je la prends, je la jette dans la poubelle puis je l'oublie. Pour moi, ça fait pas partie de cet univers-là. Mais c'est dommage parce que quand tu veux rendre ça au grand public puis tu sors 1, puis 2, puis 3, puis 8, puis 12 séries... maintenant, il y en a plein qui vont être mauvaises. Stéphanie, toi, des séries sur, je sais pas, la construction du Titanic, mettons, là, puis... il y a déjà plein de documentaires, mais c'est vrai qu'à un moment donné, presser le citron, ça donne plus rien. On est mieux d'être plus créatif, plus inventif à un moment donné. Maximile, es-tu un tripeux de Star Wars? Les 3 premiers étaient super. On t'entend pas. On entend mal. Moi aussi, c'est ça, les 3 premiers. Oui. Après ça, les 3 autres, je trouvais ça vraiment nul. Puis les 3 nouveaux, les plus récents, je les ai même pas tant écoutés. Écoute-les pas. J'ai écouté le 1, je pense. Le 7, là, dans le fond. Ouais, le 7. Y a-tu un personnage plus détesté dans l'histoire du cinéma que Jar Jar? OK, Jar Jar, c'est un des personnages numériques là, qui est dans un bout de gamme. OK, mais les gens manifestaient quasiment contre lui. Oui, mais c'est de moins en moins vrai parce que l'acteur a tellement eu de hate, le monde se sont pris de sympathie envers l'acteur et le personnage. Fait que là, il y a une espèce de revival de Jar Jar que c'est correct, ça passe super bien. Mais c'est vrai que mes kids trouvaient ça le fun. Quand il était là, Jar Jar à l'écran, c'est le bout, parce que, tu sais, Star Wars, il y a bien de la politique, puis eux autres, c'est long, ça parle de politique, mais quand ils voyaient Jar Jar, ils étaient contents. C'est le côté drôle. C'est le côté drôle. Moi, je détestais, c'est Daffy Duck dans Star Wars, mais tu sais, c'est large. Puis c'est ça le problème. C'est pas un problème. Ça, c'est un avantage, je te dirais, avec tout ce qui sort présentement. C'est que tu choisis, au lieu de jouer le hater, puis de dire, c'est de la merde, puis ça, c'est pas bon, tu choisis un producteur qui va faire une bonne série comme Endor présentement. C'est bon? C'est excellent. Toi, t'aimes Endor aussi? C'est Endor, puis le film qu'ils ont fait, Rogue One, c'est fait par le même réalisateur, si je ne m'abuse. Ouais. C'est beaucoup plus adulte. Là. C'est les côtés... OK, une rébellion dans l'univers en entier contre un empire méchant. OK, est-ce que cette rébellion-là est éthique? Est-ce que ça se fait avec des fleurs ou des bombes, du terrorisme? Là, tu rentres dans une autre dimension. C'est de la philosophie, quasiment. Et le fan moyen de Star Wars aime moins ça parce que c'est pas fantasy. C'est très, très groundé comme ça. Okay. C'est une bonne série tout court, sauf dans l'univers de Star Wars. OK, j'adore le cinéaste Ron Howard qui a fait, entre autres, Apollo 13. C'est un de mes films fétiches. Il a fait un Star Wars qui a été détesté. Je pense qu'il a été apprécié, sauf qu'il est sorti 4 à 5 mois, 5 mois après un film qui a été détesté. Fait que la cote a baissé. Puis lui, il réparait les pots cassés. C'est les frères... j'ai oublié le nom.
J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est ceux qui ont fait les Avengers qui avaient travaillé là-dessus. Oui. Et ils n'ont pas fini la job. Il y a eu des problèmes avec Disney, eux autres de leur côté. C'est trop humoristique. Fait que ramasser des footage, essayer de faire de quoi avec ça. Fait que tu sais, c'est plus un ramassis. Anthony and Joe Russo. Les frères Russo. Voilà. Andy et Maximile, tout à fait. Là. Ça aurait peut-être été bon, mais c'est Ron Howard qui a ramassé ça. Fait que donc, je pense, mais c'est pas mauvais comme film, il est pas mauvais solo. En tout cas, l'original, là, celui qui nous a fait triper, là, la première fois qu'on voyait ça, là, wow, là, c'était exceptionnel. Maintenant, justement, la magie est un peu partie. Là. Ouais, ça reste quand même un très bon film. On prend ce qu'on veut, comme tu le dis. Ouais, c'est à la carte. Alex, un encan qui va intéresser Stéphanie? Ben oui, en terminant, parce qu'il y a en ce moment là, un encan qui va survenir, qui est un artefact du Titanic. Combien? Un artefact du Titanic, c'est une montre de poche qui appartenait à un passager qui est décédé, M. Hans Christensen Givard, qui venait du Danemark et qui est embarqué, malheureusement pour lui, dans le Titanic avec ses amis. Et ils sont tous trois décédés, mais son corps a été récupéré, lui, après, par les navires de sauvetage. Et dans ses poches restait encore une fois, comme figé dans le temps et dans la glace, la montre. On s'attend que ça se vende à peu près 66 000 $ aux prochaines enchères. Ah, mais j'aurais pensé moi aussi, un million, ou je sais pas. Il y a une montre de poche qui s'est vendue 2 millions parce qu'elle était en or, celle-là. Merci Fascinant. beaucoup, Jean-Philippe Leroux, à la réalisation, à la mise en onde, Maximile Sayer, journaliste, recherchiste et gardien du temps impitoyable. Et à la mise en ligne, Fred Bastien. On se reparle demain. Bon